Bonjour Monsieur Hénin. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je voudrais commencer par une question concernant les opérations en continu en Syrie et en Irak. Comment vous évaluez les opérations contre l'État islamique? Pour le moment, la stratégie de lutte contre l'État islamique est avant tout militaire. Pour moi, c'est une erreur. Le problème de l'État islamique est avant tout un problème politique. L'État islamique est d'abord le résultat de problèmes politiques qui n'ont pas été résolus. En l'occurrence, notamment le fait que les Arabes sunnites d'Irak et de Syrie ne trouvent plus leur place dans les gouvernements de ces deux pays, ne se sentent plus représentés par les gouvernements de ces deux pays. À mon sens, la priorité, c'est de résoudre le problème politique. D'abord, une fois que le problème politique sera résolu, une fois que toutes les communautés d'Irak et de Syrie auront leur place, trouveront leur place, se sentiront représentés dans les gouvernements, eh bien, l'État islamique s'effondrera. Il n'y aura même plus besoin d'action militaire. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'État islamique pose un risque sécuritaire. Il faut donc de l'action militaire. Sauf que cette action militaire ne doit rester qu'une toute petite partie du traitement du problème, parce que le problème, il faut garder à l'esprit qu'il est avant tout politique. Donc, est-ce que vous pensez que ces opérations en cours vont réussir à arrêter l'État islamique complètement? On aura certainement des succès tactiques contre l'État islamique. Le problème, c'est à quoi ça sert de reprendre du territoire, de reprendre Mossoul, de reprendre même Raqqa à l'État islamique. Ce ne sera jamais qu'une victoire tactique. À plus long terme, il faut résoudre le problème politique. Sinon, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on aura un nouveau groupe radical, terroriste, qui apparaîtra et qui sera peut-être même encore plus méchant, encore plus radical que l'État islamique. Et selon vous, est-ce qu'il est possible de négocier avec l'État islamique à l'avenir? Je ne pense pas. Il y a sur des points tactiques, encore une fois, à la toute petite échelle, des possibilités de négocier avec l'EI. Et la preuve, enfin j'en suis une preuve, le fait que je sois ici est une preuve. Ils m'ont détenu, ils m'ont relâché, c'est probablement le résultat d'une négociation. Reste qu'une négociation plus large, une sorte d'accord de paix, de cessation des hostilités, n'est à mon avis pas possible. C'est un groupe qui a une vision totalitaire et qui ne supporte pas la compétition. Même s'ils ont joué avec des puissances régionales, ils ont eu des moments de véritable ambiguïté avec les États du Golfe ou avec la Turquie. Ils ont profité des agendas régionaux de ces États, mais ils ne cherchent pas à composer ou à s'allier avec aucun État, et a fortiori à faire la paix. Donc, les opérations militaires, selon vous, ça ne marche pas fortement. Et en plus, la possibilité de négociation, c'est faible. Dans votre livre, le titre, en fait, c'est « Les erreurs face à l'État islamique ». Selon vous, quelles sont ces erreurs-là et qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour arrêter l'État islamique? La principale erreur, à mon sens, c'est de considérer que l'État islamique est le mal. L'EI, ce n'est pas le mal. L'EI, c'est la conséquence du mal. C'est le symptôme, c'est que le signe. C'est comme la fièvre sur une maladie infectieuse. Si vous pouvez toujours lutter contre la fièvre quand vous avez une maladie infectieuse, mais si vous ne luttez pas contre la source, contre l'infection, eh bien vous allez finir par mourir si vous ne luttez que contre la fièvre. Il faut lutter contre l'infection. Et l'infection, c'est la violence politique et c'est la façon dont des communautés entières ne se sentent pas représentées par leur gouvernement. Hier,
les minorités opprimées en Syrie, c'était les Kurdes, en Irak, c'était les chiites. Aujourd'hui, on a rebattu les cartes et on se retrouve à voir des Arabes sunnites qui sont avant tout les populations opprimées, voire massacrées en Syrie. Il ne s'agit pas de prendre un biais pro-sunnite, il s'agit de lutter pour que toutes les communautés soient représentées au gouvernement et se sentent à l'aise dans leur identité à la fois de communauté et dans leur identité nationale, au sein de leur communauté nationale. Et comment vous trouvez l'attitude de la Turquie et du gouvernement d'Erdogan vis-à-vis de l'État islamique? C'est une question qui a évolué avec le temps. Dans un premier temps, Erdogan a probablement utilisé l'EI. Il a laissé, plus encore que l'EI, l'ensemble de la famille islamiste, incluant les djihadistes, il les a laissés faire parce qu'ils combattaient les deux ennemis de la Turquie, que sont le régime de Bachar el-Assad et les Kurdes syriens, qu'il a tendance à agglomérer, alors qu'en fait on a au sein des Kurdes une faction qui est clairement terroriste et qui doit en tant que telle être combattue, mais aussi un certain nombre de gens qui sont parfaitement pacifiques ou alors qui ne font que lutter pour la reconnaissance de leurs droits nationaux. On a donc eu une première phase qui était très ambiguë et on a aujourd'hui une phase qui est une autre forme d'ambiguïté, puisque alors que dans cette première phase ambiguë, la Turquie d'Erdogan s'affichait aux côtés des révolutionnaires syriens, aujourd'hui elle semble les avoir abandonnés et la dernière rencontre avec Vladimir Poutine semble révéler qu'il y a eu une sorte de partage du territoire syrien, une sorte de gentleman agreement, si jamais ces personnes pouvaient être qualifiées de gentlemen, visant d'un côté à abandonner Alep, qui est aujourd'hui non seulement l'un des foyers de la révolution, il faut se garder à l'esprit qu'Alep a toujours refusé l'EI et a toujours réussi à se protéger contre l'EI. Il n'y a pratiquement aucun djihadiste étranger dans la ville d'Alep aujourd'hui. Et puis un échange d'un accord pour juste casser l'axe kurde. C'est une façon de dire à Poutine, ok, vas-y, prends Alep, et Erdogan, ok, voilà, tu peux intervenir pour casser l'axe kurde qui est en train de se former dans le nord syrien. C'est une réelle politique dans le pire sens du terme. Dans votre livre et dans vos entretiens, vous dites que les membres de l'État islamique savent bien le monde occidental, mais nous, le monde occidental, ne le savent bien. Vous dites que ce sont des générations de Twitter et Facebook. C'est très intéressant. L'EI est le produit d'une société multiculturelle. Et ça, c'est un message qui est important à faire passer à tous les identitaires de tous les pays, tous les gens qui pensent que la pureté, qu'une nation, qu'un pays ne peut se construire que sur une identité unique. Non, on a dans l'histoire énormément de sociétés multiculturelles qui ont réussi. Et l'une des forces de l'EI, c'est d'être un mouvement en quelque sorte de révolutionnaire, mais surtout de pionnier. Un peu comme les colons qui ont construit l'Amérique, si vous me permettez le parallèle. C'est une société de pionniers, des gens qui viennent du monde entier et qui décident de construire une société ensemble en apportant chacun des éléments de leur richesse et de leur culture. Et ça fait que lui connaît très bien la Turquie parce qu'ils ont beaucoup de combattants qui viennent de Turquie, ils connaissent très bien la France parce qu'ils ont beaucoup de combattants qui viennent de France, ils connaissent très bien l'Égypte ou le Maroc parce qu'ils ont beaucoup de combattants de là-bas, ils connaissent bien la Russie parce qu'ils ont des gens qui en viennent, ils connaissent le monde entier parce que c'est un groupe fait de combattants. C'est un peu comme la Légion étrangère en France. La force de la Légion, c'est cette cohésion créée à partir d'identités diverses. C'est aussi la force de l'EI. Et après d'être pris en otage, est-ce que votre vision du monde et votre regard vers l'État islamique a changé? L'EI n'existait pas vraiment avant que je sois capturé. En revanche,
j'avais déjà travaillé en tant que journaliste avec des djihadistes. J'avais déjà fait des reportages embedded, en quelque sorte, avec des djihadistes sur plusieurs terrains, en Irak, en Somalie et même en Syrie. J'avais croisé des gens du Jabhat al-Nusra qui m'avaient accepté et avec qui j'avais fait des interviews. J'aurais sans doute aujourd'hui davantage de mal à aller interviewer ou faire un reportage sur des djihadistes après ce qui m'est arrivé. Pour le reste, ma vision du monde n'a pas tellement changé. Les djihadistes qui m'ont capturé avaient sans doute l'intention de me radicaliser, de me transformer, soit de me convertir et que je rejoigne leur vision du monde, ou alors au contraire de me convertir dans le sens inverse et que je devienne complètement islamophobe. Dans ce sens, ils ont complètement échoué. Est-ce que vous voulez rentrer en Syrie ou en Irak? Pour le moment, c'est encore un petit peu dangereux, mais je continue de suivre de très près, par des relais, par des militants, par les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans ces deux pays. Et ce sont deux pays dont j'ai beaucoup suivi l'histoire, puisque j'étais correspondant, j'étais journaliste, j'ai suivi la chute de Bagdad depuis Bagdad et toute l'invasion et l'occupation américaine depuis Bagdad. J'ai suivi aussi durant 5 reportages les différentes étapes de la révolution syrienne puis de la guerre civile. Donc c'est une situation que je continue de suivre avec beaucoup d'intérêt et d'affection et de tristesse pour les populations concernées. Merci, monsieur. Merci. Merci pour votre participation.